vous disiez tantôt que dans une syllabe, il y a autant de, il y a autant de, dans un mot, il y a autant de syllabes que de voyelles. Dans un mot, il y a autant de syllabes qu'il y a de voyelles. Oui. Et ou, ou est-ce que c'est deux syllabes? Ou, c'est deux voyelles. O-U. Ou. Ou. OK. Ou bien O-A-U. C'est OK. E-A-U. Alors, la syllabe, oui, je vois. La syllabe, la notion de syllabe est une notion phonologique. La syllabe est d'abord définie sur le plan sonore. Alors, dans ou, on a un seul phonème, représenté à l'écrit par deux lettres voyelles, mais on a un son. Et donc, on a une seule syllabe. Alors, je ne suis pas certaine si ma question va aller avec ce qu'on apprend, mais de plus en plus, on voit que dans les dictionnaires de langue française, enlève les accents. On le voit là, dans plusieurs mots, il dit c'est plus nécessaire, on enlève les accents, c'est plus facile pour la langue française. Alors, qu'est-ce qui va arriver avec ce simple, comment ça s'appelle? Parce que je ne vois pas le simple. Oui, simple graphème avec. Qu'est-ce qui va arriver? Ça va avec signe auxiliaire. disparaître ou. Bon, pas dans tous les cas. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui est en train de se produire en français, et c'est une initiative qui a démarré en 1989, un groupe, et là, j'ouvre une parenthèse pour expliquer le contexte de tout ça. Parce que ce à quoi tu fais référence, Mona, tu fais référence aux rectifications, ce qu'on appelle les rectifications orthographiques en français. Ça, c'est une initiative qui a été lancée par Nina Katash en 1989 avec un groupe de 10 linguistes en France. Et l'argument, Nina Katash est une grande spécialiste de l'orthographe française, et l'argument qu'elle fait, c'est qu'en français, le français a accumulé au fil du temps des résidus, des éléments qui rendent la langue écrite incohérente. Par exemple, elle donne comme exemple l'accent circonflexe sur le U dans flûte, qui ne sert plus à rien. Mais à une certaine époque, l'accent circonflexe visait à allonger la voyelle. Mais en français, on ne travaille plus au niveau dans la langue parlée, on ne travaille plus avec la voyelle longue, la voyelle courte, comme on le faisait en latin classique. Alors, il y a plusieurs éléments des signes auxiliaires qui n'ont plus aucune fonction en français. Le I dans il, par exemple, l'accent circonflexe sur le I dans il, l'accent circonflexe ne sert plus à rien. Alors, la proposition que Nina Katash a faite avec son équipe, c'est de faire non pas une réforme de l'orthographe, parce que l'argument qu'elle fait, c'est que quand on demande à la population de s'engager dans la maîtrise d'une réforme, ça ne fonctionne jamais, parce que la résistance est beaucoup trop forte. Alors, ce que son groupe a proposé, ce sont quelques rectifications. Et ce qu'elle propose, c'est de se débarrasser des signes auxiliaires là où ils ne servent plus à rien. Mais le E accent aigu sur le E qui fait « et », ça va nécessairement rester parce que ça entraîne un changement dans la prononciation de la lettre E. La même chose pour l'accent grave, même chose pour l'accent circonflexe, même chose pour la cédille. Ces signes-là vont rester dans la plupart des mots où ils sont utiles. Mais dans plusieurs mots où les signes auxiliaires ne servent plus à rien, la proposition, c'est de les enlever. La même chose, juste avant de fermer la parenthèse, son groupe propose également de se débarrasser du trait d'union. Parce que la langue française est actuellement très incohérente sur ce plan. Plusieurs mots comme portefeuille ne portent plus de trait d'union, alors que d'autres mots comme garde-fou l'ont encore. Alors, si on peut s'en passer dans portefeuille, on peut très bien s'en passer dans garde-fou, puis faire sauter les traits d'union partout. Alors, le français se dirige vers... Parfois, on a parlé d'une simplification. Je pense que le terme simplification n'est pas le bon mot. Parce que le terme simplification donne à penser que nous, les lecteurs du français, ne sommes pas assez intelligents pour comprendre la langue écrite. Ce n'est pas vraiment ça le problème. Le problème, c'est que le français a accumulé au fil du temps des incohérences. Et le travail qui est proposé, les rectifications orthographiques, visent à redonner à la langue écrite un plus haut niveau de cohérence. Il va rester, même après la mise en œuvre de toutes ces rectifications, il va rester des incohérences, mais ce que Nina Katash propose, c'est d'y aller étape par étape. Et l'une d'entre elles, c'est de se débarrasser des signes auxiliaires lorsqu'ils ne sont plus utiles. Alors, on s'en va dans cette direction-là. Mais même ça, même si ce qu'on propose, et les rectifications orthographiques qu'on propose touchent à peu près 2300 mots. Ce n'est pas énorme si on considère que le lexique du français là, contient
autour de plus de 100 000 mots. 2300 mots, c'est vraiment pas beaucoup. Mais malgré ça, les propositions ont été faites en 1989 et elles ne sont pas encore approuvées par les ministères de l'Éducation dans les pays francophones du monde. C'est très, très long, même faire endosser des modifications qui sont, somme toute, relativement mineures. Oui, je suis juste curieuse de voir s'il y a eu des études au niveau de la raison d'être, de la disconnexion entre la lecture et la compréhension de ce qu'ils sont en train de lire. S'il y a eu des liens entre ça et l'anxiété. Est-ce que je pourrais voir? Et l'anxiété avec les enfants? L'anxiété ou l'état émotif de l'apprenti lecteur peut être un facteur de vulnérabilité dans le développement de ces systèmes dont nous sommes en train de parler. Mais en général, ce qu'on pense par rapport à l'hyperlexie, par exemple, à la disconnexion ou la déconnexion du système sémantique et du système logographique, c'est qu'on pense que la déconnexion est peut-être liée à un trauma crânien, c'est-à-dire à une malformation de certaines structures neuroanatomiques dans le cerveau. Et souvent, pendant très longtemps, on a défini, par exemple, les troubles d'apprentissage de la lecture comme ayant une base neurologique. Et on le croit encore aujourd'hui. On pense aussi que certains troubles d'apprentissage de la lecture sont liés à des mutations génétiques. On a commencé depuis à peu près une dizaine d'années à identifier certains chromosomes qui sont associés à des troubles de lecture particuliers. C'est un champ de recherche qui est complètement nouveau. Il y a énormément de choses à découvrir encore. On a beaucoup d'hypothèses, on a identifié des gènes. On ne sait pas nécessairement qu'est-ce qu'une mutation particulière va donner comme résultat chez l'apprenti lecteur, mais on a découvert un certain nombre de régularités dans la relation entre certaines compositions chromosomiques et des troubles de lecture particuliers. Alors, c'est beaucoup dans cette direction que les explorations se font actuellement. Mais sans entrer dans les causes de nature biologique, on a déjà observé plusieurs cas de figure de dissociation entre les systèmes dont je suis en train de vous parler aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire que c'est permanent? Quand on dit d'un apprenti lecteur qu'il est atteint d'une dyslexie, l'apprenti lecteur est dyslexique toute sa vie. Mais ça ne signifie pas pour nous, les formateurs, que nous devons jeter la serviette et abandonner. Il est toujours possible de faire apprendre à lire, de faire des gains à un apprenti lecteur qui est atteint d'un trouble particulier. Il faut juste attendre à ce que ça exige plus d'efforts, que ce soit plus long, mais tout apprenant va finir par faire des progrès. Est-ce que ça pourrait s'agir aussi d'un problème d'apprentissage? Dans la société qu'il vit, il parle comme cela, puis vu qu'il est analphabète, c'est au son, mais quand il en fait la lecture, il lit comme il faut, mais quand il parle, il ne prononce pas comme il faut. OK. Alors, son comportement articulatoire est déterminé par le milieu dans lequel il vit. Alors, il prononce comme les gens de son milieu. Les problèmes d'apprentissage qui est dans la région, la socialité. Par exemple, d'un milieu moins favorisé, par exemple, socio-économiquement. Oui, bien sûr, ça peut se produire. produire. On a un apprenant, justement, qui fait partie du pilote. Il va dire qu'il va à la maison. Mais quand il lit, il lit maison. Oui. Mais quand il parle, il va à la maison. Oui. Alors, c'est comme va manger. Oui. Alors, oui. Tu sais, mais quand il fait sa lecture est bien. Oui. Alors, c'est comme si, là, on est devant une situation où, dans son vocabulaire oral, c'est Méron. Méron. Le R, c'est pas là. Il va à la maison. Oui. Alors, c'est comme si dans son vocabulaire oral, quand il parle, c'est Méron qui est le probablement, mot. Ses parents parlaient peut-être comme cela, puis lui, il a appris à parler comme cela. Oui. Alors que quand il lit, là, ce qu'il a comme stimulus déclencheur, ce n'est pas le mot, la représentation dans son vocabulaire oral, c'est que là, il est devant une séquence de lettres qui contrôle, mais c'est la séquence de lettres qui va contrôler son comportement. Alors là, le S de maison, il va le voir. Alors, ce stimulus-là qu'il se trouve et qu'il voit dans la page qu'il lit, va contrôler sa prononciation.
Mais quand il parle de manière plus libre, c'est la représentation phonologique qui est dans son vocabulaire oral. Alors là, vous avez comme si on était devant deux mécanismes de contrôle qui conduisent à des prononciations différentes. Et ça peut se produire. Les accents régionaux, vous pourriez vous apercevoir que quand vos apprenants lisent, selon la façon dont on leur a appris à lire, leur prononciation est différente que lorsqu'ils parlent librement. Et c'est tout à fait normal, c'est lié à la façon dont les systèmes de contrôle fonctionnent et où sont les stimulus déclencheurs, ce qui déclenche la prononciation. Ça, c'est tout à fait possible. Éventuellement, ce qu'on pourrait penser, c'est que l'apprenant dont on parle actuellement pourrait s'apercevoir que la véritable prononciation, la prononciation standard de maison, c'est maison. Et il pourrait s'apercevoir que pendant une partie importante de sa vie, il n'a pas prononcé le mot de manière standard. Et là, comment il va réagir? Est-ce qu'il va dire aux autres, hey, je m'aperçois maintenant que vous ne prononcez pas le mot maison correctement? Est-ce qu'il va faire ça? Là, on entre dans quelque chose qui, en dehors de l'apprentissage de la lecture à proprement parler, là, ça devient, c'est la sociologie de la lecture qui arrive dans le décor. Si notre apprenant se met à dire aux membres de sa famille, écoutez, là, vous ne prononcez pas le mot maison correctement, est-ce qu'il va se sentir rejeté? Est-ce qu'il va sentir qu'il ne fait plus partie du groupe? Est-ce qu'il va délibérément adopter une prononciation quand il est au centre de la alphabétisation et une prononciation différente quand il est à la maison pour ne pas se faire écarter? Ça devient très compliqué. Mais ça fait partie de l'apprentissage, de l'éducation qui va découler de l'apprentissage de la lecture. Ça fait partie du paysage. C'est complexe, hein? Ça a énormément de ramifications. Surtout avec les adultes, c'est encore plus complexe qu'avec les enfants. Parce que l'adulte est plus facilement blessé Oui. qu'un enfant. Puis sa manière de parler fait partie de son identité. Hein? Alors, ça complique les choses. La façon dont on parle fait partie de notre identité. Alors, c'est avec tout ça qu'on joue. Hein? On joue avec, dans l'enseignement de la lecture, on travaille sur une foule de cordes relativement sensibles. Ça fait partie du décor, ça fait partie de notre métier. Sais-tu si c'est une pratique qui est utilisée avec les enfants, ça? De Ah leur oui. faire lire des mots inventés? Non seulement la lecture de mots inventés est utilisée dans des méthodes d'apprentissage de la lecture auprès des enfants, mais c'est couramment utilisé dans les outils d'évaluation de la lecture. Quand, par exemple, vous voulez dresser le profil des forces et des faiblesses d'un apprenant, puis vous voulez savoir si, par exemple, votre apprenant maîtrise tous les graphèmes fondamentaux du français, une manière de le faire, c'est de présenter les graphèmes un par un et de demander le son associé au graphème, ou bien de présenter des pseudomots et de forcer en quelque sorte le lecteur à exploiter son système alphabétique et vous donner une mesure de performance qui ne peut pas, par définition, s'appuyer sur des connaissances orthographiques parce que des mots inventés, par définition, ça ne fait pas partie de notre vocabulaire orthographique. Alors, c'est couramment utilisé. Oui, hein? Parce que les enfants se fient beaucoup sur les images, les mots qui les entourent, la reconnaissance des mots, etc. Oui. Et la manière d'exploiter les différents éléments dans une méthode d'enseignement va dépendre en partie du modèle d'enseignement auquel on adhère. Dans le cas qui nous intéresse, et je vais vous en parler dans la prochaine partie, nous nous inscrivons dans un modèle d'enseignement explicite et systématique. Et dans ce cadre-là, ce que nous voulons faire, c'est nous assurer que tous les systèmes dont nous sommes en train de parler se développent. Et à divers moments, dans diverses activités, nous nous donnons un thermomètre pour voir, pour juger si le système alphabétique se développe comme on s'y attend, que le vocabulaire orthographique se développe comme on s'y attend. Alors, c'est à ça que toutes ces activités peuvent servir. Je voulais juste savoir, c'est quoi le nombre d'heures environ comparativement, comme les adultes, quand on dit première année, deuxième année, combien de temps est-ce qu'ils passent par jour ou par semaine à faire cette étude ou à être dans le cours? Ça, c'est une question qui est importante, intéressante, parce que une des grandes différences entre l'éducation des enfants, des apprentis lecteurs enfants et les adultes, c'est qu'il y a beaucoup plus d'absentéisme chez les adultes que chez les enfants. Au départ, on sait que pour diverses raisons, les enfants vont passer beaucoup plus de temps
à étudier la lecture que les adultes. Malgré ça, on observe un avantage chez les adultes dans les épreuves que je viens de vous décrire, en dépit du fait que les adultes probablement passent moins de temps à faire leur apprentissage de la lecture dans les centres d'alphabétisation que les enfants à l'école. Maintenant, la réponse plus directe à la question « Combien d'heures d'exposition à l'apprentissage de la lecture? » On ne sait pas. On n'a pas fait cette étude. Je ne connais pas d'études. Peut-être que ça existe en quelque part là, dans un article, mais je ne sais pas, je n'ai pas la réponse précise à la question combien d'heures les enfants et les adultes passent à meubler leur vocabulaire orthographique. Ce qu'on peut avancer comme réponse très approximative, c'est que probablement que les enfants passent plus de temps que les adultes. Mais de pouvoir se faire une tête sur le nombre d'heures d'exposition, ça serait très instructif pour nous, notamment pour déterminer si on pense qu'on passe suffisamment de temps, si les adultes passent suffisamment de temps pour meubler justement leur vocabulaire orthographique. Mais l'étude reste à faire. N'étant pas dans des centres d'alphabétisation, juste pour nous donner une idée, les adultes apprenants vont aller à un centre d'alphabétisation combien de fois par semaine, pour combien d'heures en tout, autour de la salle? Oui, la réponse, je pense, puis on pourrait faire un tour de table pour se faire une idée, là, mais déjà au départ, d'après ce que je sais là, de la clientèle du PILA, c'est qu'il y a beaucoup de variations. Dans certains centres, l'adulte vient une fois par semaine, une journée par semaine. Dans d'autres centres d'alphabétisation, l'adulte vient 5 jours par semaine, mais peut-être seulement le matin, seulement l'après-midi, selon différentes... Il y a énormément de variations. Je prends juste à titre d'exemple au Manitoba, parce que nous, nos personnes apprenantes, ils sont confrontés. Il faut qu'ils apprennent le français et l'anglais en même temps. Donc, ces personnes ne peuvent pas être à temps plein, même si on leur fournit du temps plein. Donc, c'est peut-être 3 fois par semaine, à raison de 9 heures par semaine. Ça, c'est le maximum que ces personnes peuvent avoir. À Toronto, nos apprenants signent un protocole d'entente. Généralement, ils doivent venir 5 jours par semaine et 5 heures par jour. Mais les niveaux très élémentaires comme Pila, ils sont les plus réguliers. Ils doivent venir, ils viennent parfois 5 heures par jour. Peut-être 4 heures par jour, mais 5 fois par semaine, 4 heures par jour. Mais c'est sûr que comme c'est une population qui est instable, c'est difficile parfois, ils ont des problèmes connexes à régler, mais généralement, ils sont assez réguliers quand même. Puis il y a un autre phénomène, ce n'est pas uniquement la disponibilité des personnes apprenantes, il y a aussi le problème de fonds. Est-ce que les fonds accordés nous permettent de fournir du temps plein? Alors, ça dépend de l'aspect du centre. Il y a un autre problème, est-ce que les apprenants sont payés? Alors, il y a toute la logistique de tout ça. Là. Un apprenant qui est payé va venir plus qu'un apprenant qui le fait sur une base volontaire d'apprentissage. Alors... Est-ce que vous comprenez par payer? Parce que nous avons des personnes apprenantes qui sont dans le côté anglophone où on leur accorde comme un genre un petit salaire formation pour les aider à subvenir à leurs besoins. Ce que nous, on ne peut pas leur offrir. Alors, ils s'attendent toujours à ce qu'on va leur payer quelque chose pour venir. Donc, ça dépend de l'aspect physique du centre. Alors, vous voyez que la réponse n'est pas simple. Non. Il y a énormément de variations. Donc, on a beaucoup de diversité dans la population elle-même sur le plan de leur disposition à apprendre, avec ou sans trouble d'apprentissage, le nombre d'heures investies dans l'apprentissage. Alors, ce que ça donne en bout de piste, c'est également une certaine diversité dans le niveau atteint sur le plan de l'apprentissage. Mais je pense que quand même tout dépend des perspectives qu'ont l'apprenant. Est-ce que, du moins, comme j'ai discuté généralement avec notre directeur, l'alphabétisation a évolué au cours des années. Par exemple, au début des années 90, comme Renaud appelle, c'était de l'alpha élémentaire. Les gens venaient seulement pour apprendre par quelques rudiments d'alphabétisation et peut-être pour apprendre avec des activités connexes. Mais actuellement, les apprenants, je pense à Toronto, ce qu'ils visent parfois, c'est à terme entrer au collège boréal ou bien d'apprendre une formation ou un métier.
Et là, par rapport à ça, c'est quand même des grandes perspectives pour leur avenir. Donc, lorsque ça, par exemple, dans un niveau 3, niveau 4 en alphabétisation peut permettre d'entrer dans des écoles de police. Donc, donc c'est quand même des grandes perspectives d'avenir pour ceux-là. Donc, eux, ils sont plus réguliers parce qu'ils savent qu'à terme, ils pourront entrer au collège boréal, etc. Alors, est-ce qu'un objectif du pilote, d'abord, c'est d'accélérer le taux d'apprentissage pour pouvoir optimiser les heures que l'apprenant passe en classe? Oui. Et de le faire de manière systématique. Et c'est ce dont je vais vous parler dans la prochaine section, là, quand on va parler du modèle d'enseignement. Une caractéristique de base, c'est la systématicité. Mais présentement, avec le nouveau curriculum qui est mis sur pied à 3 niveaux, quand on reçoit un apprenant à ce niveau, qu'on est obligé d'utiliser le système PILA, si je me fie au graphique ici, pour qu'il soit régulier en lecture et confortable, ça prendrait un minimum de 4 ans. Bien, Mais avec l'objectif qui est l'employabilité, maintenant, on ne peut pas vraiment garder nos apprenants aussi longtemps dans un centre. Oui. Les résultats de recherche que je montre là, sur les apprenants, ce sont des apprenants qui n'ont pas appris avec le programme PILA. Non, justement. OK. Ce qu'on s'attendrait, c'est que le programme PILA va permettre un apprentissage plus systématique et surtout Plus rapide? Plus rapide. OK. Et ça reste à démontrer, mais c'est vraiment l'attente qu'on a, étant donné la systématicité de l'approche qu'on a mise en œuvre. Je suis curieuse de savoir si vous avez observé une capacité plus élevée en métacognition auprès des adultes que les enfants. Comme j'imagine qu'un adulte aurait plus des stratégies. En fait, je n'ai pas étudié cette question. Et en fait, c'est pas évident qu'on observerait un niveau supérieur chez l'adulte comparativement à l'enfant. L'adulte qui est l'adulte apprenti lecteur n'est pas nécessairement meilleur que l'enfant si on rend équivalent le nombre d'années de pratique de la lecture sur le plan du monitorage de la compréhension, par exemple. Pas nécessairement. Ça, c'est une capacité qui se développe avec la pratique de la lecture, avec la rétroaction, avec les stratégies de compréhension qu'on peut communiquer dans le cadre d'un enseignement. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut enseigner de manière explicite. Là, on déborde du PILA. Le PILA, étant donné qu'on travaille sur véritablement les fondements de la lecture, on s'est surtout centré sur cette partie-ci, l'accès au lexique. Et la manière d'avoir un accès au lexique et d'amorcer un peu l'intégration des informations dans le contexte de lecture de phrases qui vont devenir, au fur et à mesure qu'on avance dans le PILA, les phrases vont devenir de plus en plus complexes, mais jamais au point où on va introduire des notions de grammaire. Puis ça, c'est quelque chose, la métacognition d'abord peut être enseignée explicitement. Yes. Moi, le problème que se pose, c'est que la signification ne correspond pas toujours à l'image. Ça aussi, ça peut se Ça arrive produire. très fréquemment, ça. Oui. Mais en principe, dans ce genre d'exercice, si de manière générale, votre apprenant est incapable de la faire, de faire cet exercice, de faire cette activité, vous pourriez avoir un apprenant qui a réussi à apprendre à décoder des mots à l'oral, mais chez qui les mots n'évoquent pas de signification. Alors là, il y a un travail. Excusez-moi, je prends le cas même des modules élémentaires du PILA et des activités qui demandent, par exemple, je pense, de reconnaître, de présenter l'image à l'apprenant, il faut qu'il détermine où se trouve le son dans la syllabe. Mais souvent, l'apprenant, il n'identifie pas il est notre, par exemple, si vous présentez une case, il va penser que c'est une maison, donc... Oui, oui. Parfois, il y a ce genre de problème là où l'image ne correspond pas à ce qu'on s'attendait à ce que l'apprenant dit. Ça arrive très fréquemment. Et c'est la raison pour laquelle dans certains modules... Bateau, il va dire bateau au lieu de navire, oui. alors qu'on s'attend à ce qu'ils disent oui. navire. Bon. Et c'est la raison pour laquelle, dans certaines de ces activités, on recommande aux formateurs de nommer les objets en premier pour avoir une base commune. S'assurer que les gens partagent le même mot étiquette pour ces images et ensuite de faire le travail phonologique pour s'assurer qu'on travaille sur les mêmes représentations lexicales.
C'est vrai, ce que vous venez de dire est parfaitement juste. Mais de manière générale, le problème que je soulevais, c'est votre apprenant qui, malgré tous les efforts qu'on fait, se trouve encore dans une situation où les mots peuvent être lus à l'oral, mais n'évoquent pas facilement une signification. Et ça, c'est une chose à surveiller parce que ça a des conséquences ultérieures sur les étapes ultérieures de la charpente, c'est-à-dire le développement de la compréhension. Oui. Je vais donner un exemple très simple de pluriel et multiculturel. Notre organisme est multiculturel. Des fois, on s'amuse avec des mots. Le mot brassière. C'est pour ça que je ne voulais pas vous filmer. Il y en a un, c'est qu'est-ce qu'il met en avant de sa voiture. L'autre, c'est la petite veste qu'on met sur le dos. L'autre, on le sait c'est quoi. Alors, on s'amuse des fois avec des mots comme ça. Oui. Puis on s'aperçoit là, que quasiment tous les employés ont tout dépendant de la région, ce que tu étais, tout dépendant de ce que tu fais. En tout cas, les mots sont tellement diversifiés, la définition. Alors, c'est la même affaire avec nos apprenants. Oui. Tu sais, comme... Oui. Puis nous, on a quand même des certificats de 12e année, mais la culture est tellement importante. La culture est importante. Puis en plus de ça, la langue française va contenir des mots qui, au départ, peuvent avoir plusieurs significations. Les mots qu'on appelle polysémiques, par définition, ce sont des mots qui peuvent prendre plusieurs définitions. Alors, on a à jouer avec tout ça. La diversité inhérente à la langue elle-même et la diversité inhérente à la population, à la clientèle qu'on dessert. Alors, ça veut dire qu'on doit se donner des moyens costauds pour relever les défis qui nous attendent. Mais elle a raison, parce que certains mots, pour moi, ne signifient pas la même chose pour elle. La première fois que j'étais avec Mona, et puis on était en train de manger, elle dit « Oh, c'est écœurant. » Je dis « Vraiment, tu n'aimes pas? » Non, c'est délicieux. Ben, tu ne peux pas dire c'est délicieux comme tout le monde. Juste ce mot-là, pour moi, écœurant, c'est quelque chose de, je m'excuse du terme, de dégueulasse. Et là, elle s'exprime « Oh, c'est écœurant. » Je dis « Oups, qu'est-ce qu'elle veut dire par là? » Alors, c'est très culturel, hein? Il y a certains mots qui... Oui. Bon, alors, ça montre encore une fois qu'on pense connaître la signification de tous les mots, mais les mots peuvent prendre des couleurs. Justement, pour revenir à l'association, si même nous deux, on a un plat qui est délicieux puis quelque chose d'écœurant, moi, je vais associer tout de suite écœurant avec ce qui est écœurant et pas avec ce qui est délicieux. Oui. Alors, vous voyez un titre d'exemple? Ben oui. Oui. Mais c'est juste les deux images, quelque chose de bon, mais quelque chose de... C'est la prononciation. Moi, je vais aller directement avec ce qui... Oui, non, mais... C'est la prononciation. Prononciation et signification. Non, prononciation. Oui. Écœurant, c'est pas bon. Écœurant, c'est bon. Ben, j'ai pas fait attention à la façon dont elle le dit. Alors, le mot verbal. Verbal, mais il y a beaucoup d'expressions. Alors, vous voyez que, dans une part, on est vraiment dans les nuances. Et deuxièmement, on peut s'interroger sur ce que vous enseignez. Hein? On est multiculturel, alors on respecte les opinions de tout le monde. Toutes les opinions sont bonnes. Oui. C'est dangereux, ça. C'est dangereux, ça. Moi, j'aimerais dire que ça fait la richesse de la province du Nouveau-Brunswick. Parce que dans la province, on parle de différents accents, on parle de vocabulaire régional, des régionalismes. Et si vous venez au Nouveau-Brunswick, c'est ce qui fait la richesse du Nouveau-Brunswick. On va essayer de faire la même chose parce que les gens vont entendre deux choses différentes. Alors, voilà ce qu'on enseigne, mais voilà ce que vous allez probablement entendre. Absolument. Yeah. Alors, vous voyez le défi qu'on a relevé dans l'élaboration du PILA, hein? Mais par rapport à ces stratégies que vous employez là, je pense qu'elles sont plutôt similaires à des présentations, je pourrais dire plutôt métacognitives, mais pas explicites. Ce n'est pas un enseignement explicite parce que dans quel cadre rentre l'enseignement explicite si les activités que vous allez nous présenter correspondent à celles qui sont dans les modules 1 ou 2? Où se situe le modélage, la pratique guidée là? Alors, le modelage et le caractère explicite réside en partie dans les consignes que vous donnez, dans le modelage que vous faites. Quand, par exemple, dans la consigne, on demande au formateur de faire le premier exemple, de modeler le premier exemple dans la liste pour les apprenants, c'est là que vient le modelage et le caractère explicite. Ultérieurement, quand vous laissez les apprenants faire les exemples subséquents en pratique guidée,
Vous les observez et vous les corrigez, vous leur donnez des stratégies explicitement lorsque vous voyez qu'ils ont de la difficulté à faire l'activité pour les mots subséquents dans la liste. C'est là que réside le caractère explicite. Vous n'êtes pas nécessairement explicite de A à Z parce qu'éventuellement, ce que vous voulez, c'est que l'apprenant puisse pouvoir le faire de manière autonome. Mais au début, vous devez être très explicite pour vous assurer que l'apprenant est capable de le faire. Il me semble que jusqu'à présent, là, on a abordé au moins 3 thèmes. Il y a la question de l'accès aux technologies de l'information. Ça, c'est un problème là, réel là, qui a été soulevé. Deuxième chose, c'est d'abord l'accès à la technologie. Deuxièmement, comment s'en servir. Puis Mona nous donne une rétroaction très utile là, sur le temps requis pour être minimalement fonctionnel en utilisant les technologies de l'information. Le commentaire de Catherine, moi, me fait penser à la question de la valeur ajoutée d'une version technologique de quelque chose lié au PILA. Et la question pour moi que la remarque de Catherine posait, c'est quelle serait la valeur ajoutée de l'application qu'on a en tête pour le PILA, l'application informatisée qu'on a? Est-ce que la version informatisée serait une répétition de ce qu'on fait déjà dans le PILA ou apporterait quelque chose de nouveau? Comme par exemple, un des grands avantages des moyens technologiques, c'est qu'on est devant un tuteur immensément patient. Si on veut amener un apprenant à s'exercer à répétition, à faire quelque chose, il n'y a rien comme un ordinateur parce qu'avec un logiciel bien conçu, on peut travailler la fluidité, donc on peut faire lire et relire, on peut donner une rétroaction. Et il y a des choses également qu'on peut faire, ça me fait penser à ça, la remarque de Catherine, qu'on pourrait faire sur la différenciation des phonèmes et la fusion des phonèmes. Puis, j'aurai peut-être l'occasion de vous faire voir quelque chose qui est dans un projet auquel je participe qui s'appelle Abracadabra, qui est un projet à l'intention des enfants dans lequel on travaille notamment la conscience phonologique. Et une des choses qu'on fait là-dedans, puis là, vous allez voir où j'arrive en termes de valeur ajoutée, quand on veut faire comprendre aux enfants, puis peut-être que le logiciel dont Catherine parlait fait un peu la même chose, mais comme je ne le connais pas, là, je ne veux pas trop m'avancer parce que je ne connais pas ce produit-là. Mais dans Abra, ce qu'on fait, par exemple, en conscience phonologique, c'est qu'on présente un mot, comme par exemple « bateau ». Et là, on veut faire voir les différents phonèmes de « bateau ». Alors là, à l'écran, puis ça, on pourrait difficilement faire ça en salle de classe, mais avec ce genre de technologie, on peut le faire. Là, tout à coup, on voit bateau. Là, on voit bateau écrit à l'écran. Ensuite, on voit B. Là, on voit la lettre B qui arrive. A, la lettre A qui arrive. T, la lettre T qui arrive. O, le graphème O qui arrive. Ensuite, on voit bateau. Et là, on voit les lettres qui s'assemblent ensemble. Donc, ce qu'on se trouve à visualiser à l'aide du support technologique, c'est la segmentation phonémique des constituants de bateau et ensuite la fusion des graphèmes pour nous donner bateau. Ça, pour moi, c'est un exemple de valeur ajoutée, c'est-à-dire que le support technologique fait quelque chose qu'on pourrait difficilement faire en enseignant, en parlant aux apprenants en salle de classe. Si on voulait faire un autre exemple, ce serait de faire pratiquer la lecture à voix haute. On présente des mots et l'apprenant le lit. On pourrait présenter des listes, on pourrait augmenter, multiplier la pratique qui conduit à une augmentation de la fluidité. On pourrait faire en sorte que l'apprenant puisse se chronométrer et voir combien de temps ça lui prend d'une fois à l'autre à lire une liste de mots et lui présenter un graphique du temps que ça lui a pris. Ça serait difficile à faire en salle de classe par les moyens ordinaires. Mais les moyens technologiques nous apportent des choses qui pourraient constituer une valeur ajoutée. Alors, moi, je serais d'accord pour participer avec vous à une discussion là, où on pourrait discuter de quelle sorte d'éléments de valeur ajoutée on pourrait envisager dans le concept que vous avez en tête. Il faut rester simple parce que si c'est trop compliqué, le monde va décrocher. Non, non. Puis il faut que ce soit très visuel. Il faut que ce soit très On n'a visuel. pas des graphiques, là. Ouais. Certains de mes apprenants vont dire « Pourquoi tu montres le graphique là? » Premièrement, ils vont dire « C'est quoi ça? » Comme,
Oui, Yeah. là, il faut leur expliquer, bien sûr. Yeah, Puis yeah. aussi, il faut voir à quel moment dans la séquence des apprentissages on peut faire certaines choses. Yeah. Présenter les graphiques après le premier module, là, c'est probablement pas réaliste. Mais une fois qu'on a atteint certaines cibles et que l'apprenant a atteint un certain niveau d'autonomie, il y a peut-être des choses qu'on peut ajouter à ce moment-là. Là, il faut voir à quel moment il y a lieu d'introduire les avantages que nous apportent les technologies de l'information. Ça aussi, ça fait partie là, de la réflexion qu'il faut avoir sur l'utilité et la valeur ajoutée des moyens technologiques. Ça pourrait être comme un outil d'appui. Comme nous, on a des apprenants avec Chantal qui sont assez avancés pour faire le GED en ligne, qui travaillent avec Karine qui fait le GED en ligne, justement parce qu'ils veulent plus travailler. Alors, ça pourrait être un outil de complémentation à ce moment-là, dire, OK, pour les prononciations, ils pourraient peut-être l'utiliser, mais c'est pas vraiment notre base, mais on a des niveaux Ils n'ont pas de besoin. pluriel à niveau 1, niveau 2, début, niveau 3. Alors, tu sais, il y a différents niveaux que ça pourrait lui servir. Si je t'entends, je pense que je comprends le commentaire. C'est qu'ils ne sont pas à un niveau où ils peuvent installer des choses à l'ordinateur. Oh non, du tout. Mais Du si tout. c'est comme on touche ici puis ça commence, comme tu dis, ta touche aussi, je sais que c'est très populaire parce que c'est répétitif. Puis ça donne un feedback immédiat Yeah. pour l'apprenant. C'est exactement s'il est en train de s'améliorer à cause que, tu sais, alors, si c'est facilement accessible, ça pourrait servir, c'est ça que tu dis. Mais aussitôt que c'est compliqué pour accéder à ça, puis tu as parlé un petit peu de l'accès, c'est très important que ça soit facile, là, que ça soit comme Que ce soit le fun puis facile. Oui. Ouais. Puis si je reviens au concept de zone ponctuelle de développement dont je vous parlais tantôt, vous voulez pas, ce que vous voulez éviter, c'est de faire en sorte que l'apprenant se retrouve à plusieurs niveaux différents dans sa zone proximale de développement, c'est-à-dire et par rapport à l'utilisation de l'ordinateur, par rapport au contenu, par rapport... Alors, quand vous placez votre apprenant dans de multiples zones proximales de développement, il y a trop de choses à apprendre en même temps. Il faut qu'en quelque part, il se trouve à certains niveaux dans sa zone actuelle de développement, qu'il soit capable de faire quelque chose tout seul, sans aide, avec un élément de nouveauté. Si vous trouvez en avoir trop, parce que vous travaillez à différents niveaux qui se situent dans la zone proximale de développement, vous êtes devant un apprenant qui se sent complètement incompétent parce que, à plusieurs niveaux dans la situation d'apprentissage, il n'est pas dans sa zone de confort. Moi, je pense que la situation idéale, c'est celle que présentait la dame. C'est qu'on peut utiliser l'outil informatique comme un outil complémentaire, mais c'est sous le... Il faut que l'enseignant responsable doit suivre l'apprentissage. Donc, c'est comment on parlait sur les stratégies d'apprentissage. Il y a des gens qui sont visuels, qui sont esthétiques, auditifs. Et je pense que pour les gens qui sont en train de décrocher l'outil informatique, ça peut leur permettre de susciter plus d'intérêt. Voilà, je joue avec un ordinateur, ça peut leur susciter plus d'intérêt, ils peuvent travailler. C'est certain que ça ne remplacera jamais les formateurs et formatrices à ce niveau-là. Parce que je ne crois pas que vous ayez la personne la plus voulante ou quoi que ce soit. Vous ne pourrez jamais avoir au premier niveau une personne assez indépendante pour s'auto-éduquer. Ouais. Ça va toujours prendre des Ils ne formateurs seront et pas de formatrices. niveau 1, 2 ou 3. Non, exactement. Oui. Oui. L'éducation postsecondaire. Exactement. Mais ça a vraiment une autre fonction, comme l'ordinateur va aider à pratiquer les concepts, va aider à répéter les concepts. Oui. C'est complémentaire, mais c'est très utile aussi. Puis comme tu disais, il y a des choses que l'ordinateur fait que nous, on ne peut pas faire. On ne peut pas faire en salle de classe ordinaire. Absolument. Puis faites attention, parce que nous, on a perdu des apprenants, parce que, disons, l'exemple, je ne sais pas avec Chantal, mais donc Chantal vient de la France. Il y a des formateurs qui viennent de d'autres régions. Souvent, les franco-manitobains de nos places se sentent intimidés parce que, bien, toi, c'est un exemple peut-être stupide, je le donne pareil. Toi, tu viens de la France, tu parles bien. Suite, ça lui met tout par en arrière. Puis là, il faut les convaincre que non, c'est pas ça. C'est juste que tu as ta couleur, tu as ta manière de fonctionner, puis il faut que tu travailles avec ça. Oui. Alors, tu sais, il faut... C'est l'impression qu'ils ont. Hein? Ah oui, Oui. Puis ça nous met aussi, ça nous fait réaliser que
La clientèle dont on parle, là, elle est très sensible à la dévalorisation et même à l'autodévalorisation. Oui. Alors, il faut vraiment prendre ça en compte parce que ça ne prend pas grand-chose pour les déstabiliser. Là. Déjà, ils reçoivent de la société le message qu'ils sont marginaux parce qu'ils ne savent pas lire, au départ. Alors, vraiment, il y a beaucoup de cordes sensibles, puis ils ont un long historique là, de cordes sensibles. Alors, il faut prendre tout ça en compte. Mais je voulais soulever ça parce que nous, on n'a pas une position nécessairement ferme à ce stade-ci. On vous a fait une suggestion, mais notre position n'est pas nécessairement ferme. Et ce qui m'amène à ouvrir une autre parenthèse pour vous rappeler que dans le PILA, malgré tout le travail de structuration qui a été fait, nous restons dans un mode d'expérimentation. C'est-à-dire que vous êtes en train d'expérimenter avec un matériel sur lequel on a beaucoup réfléchi, mais nos meilleures idées sur papier ne sont pas toujours nécessairement les idées qui vont le mieux marcher sur le terrain. Ça, on apprend ça en éducation très tôt, surtout quand on fait de la conception de programme, de la conception de matériel. Une idée là, qui paraît et nous semble être une idée de génie, sur le terrain, ça peut être l'idée la plus idiote. Mais on ne s'est pas rendu compte, on n'a pas nécessairement toujours anticipé comment les apprenants vont réagir à l'activité qu'on a montrée, aux mots, au matériel qu'on a assemblé. Et c'est la raison pour laquelle la rétroaction qu'on reçoit de vous est si précieuse pour nous, parce que nous, quand on vous transmet le matériel, vous l'essayez sur le terrain, vous êtes sur la ligne de front. Vous avez une rétroaction directe des apprenants, et quand vous nous revenez avec des questions, des commentaires, nous, ça nous donne des informations qui sont inestimables pour corriger le tir, repenser une activité, modifier une liste de mots dans une activité. Et je vous dis, c'est très important de garder à l'esprit que même s'il n'y a rien de comparable au PILA sur le marché pour travailler avec des apprenants adultes, nous restons dans un mode d'opération à ce stade-ci, un mode d'opération expérimental. Alors, tout ça pour dire que l'ordre dans lequel on fait les modules ordinaires, les épreuves de pistage, modules de consolidation, quel est l'ordre optimal de ça? On souhaitait vous poser la question pour avoir votre rétroaction et vous venez de le faire. Là, on a une idée de comment vous vous situez. Et c'est vraiment sur le terrain que ça va se décider, là. Quel est l'ordre le plus payant? Alors, si on récapitule, c'est pas difficile. Ce que Chantal propose, c'est de faire module ordinaire, module de consolidation pour consolider les maillons faibles, ensuite épreuve de pistage. Et si, après épreuve de pistage, vous êtes devant un apprenant qui a encore de grandes faiblesses sur un ou plusieurs graphèmes, là, c'est de voir comment on pourrait travailler en individuel avec cette personne pour revenir sur les modules particuliers et retravailler des activités. Oui, mais par rapport à votre analyse du matin, vous avez présenté plusieurs graphiques. Et effectivement, certains graphiques faisaient apparaître que les enfants apprennent beaucoup plus rapidement les différents graphèmes que les adultes, si je me souviens très bien. Maîtrise les phonèmes. Les phonèmes, oui. Ouais. Mais par ailleurs, les adultes apparaissaient avoir un plus gros vocabulaire, une plus grosse connaissance lexicale que les jeunes. Oui. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est dû au fait que les adultes ont un très gros vocabulaire, qu'ils ont du mal à identifier l'ensemble de tous les phonèmes qu'ils connaissent implicitement? Parce que s'ils connaissent tous ces vocabulaires-là, ils les connaissent implicitement. Oui. Donc, il faut maintenant qu'ils soient capables de les distinguer. Oui, mais justement, c'est ça leur faiblesse. Leur connaissance des phonèmes est implicite. Nous, ce dont on a besoin pour leur monter à lire, c'est de rendre cette connaissance explicite. Moi, je serais porté à penser que l'apprenant adulte se sentirait dévalorisé si on faisait une activité plus longtemps qu'il le faut. Quand on ferait n'importe quelle activité plus longtemps qu'il le faut, là, l'adulte va se dire, mais pourquoi est-ce qu'il insiste là? Moi, je maîtrise ça maintenant. Je pense que, comme formateur, nous devons doser l'activité et déterminer à quel moment il n'est plus nécessaire de poursuivre l'activité parce qu'on a atteint la cible qu'on voulait atteindre. Quand on a une activité avec, par exemple, 2 ou 3 séries,
il n'est pas toujours nécessaire de faire les 3 séries si, après une série, vous vous rendez compte que tous vos apprenants ont maîtrisé ce qu'on voulait maîtriser dans cette activité. Moi, je le verrais comme ça. Puis, il y a certainement une manière de présenter les premières activités au début d'un module de manière à ne pas dévaloriser l'apprenant en disant « Regardez, là, on va faire un retour sur ce son-là, juste pour s'assurer qu'on le manipule avec facilité et après ça, on va s'en resservir pour l'associer à un graphème et on va continuer le travail. » Je suis sûr qu'il y a une manière de faire ça sans dévaloriser l'apprenant. Alors, moi, je vais réagir un petit peu. Justement, je vais demander à Chantal, c'est qu'on s'est rendu compte, quand on a commencé les sons I, les sons O, puis Chantal, tu peux rajouter, c'est que nos personnes apprenantes qui sont vraiment de bon niveau ne comprenaient pas le jeu, ne comprenaient pas où est-ce qu'on voulait les emmener. C'est ça, hein? Les premières sessions, ils étaient désorientés, ça ne marchait pas, ils ne voulaient pas participer. À un moment donné, quand ils ont compris la règle du jeu, que Chantal leur a expliqué, là, ils ont fait « Ah, OK, ça commence à rentrer ». Puis là, on s'est rendu compte que plus qu'ils allaient, plus qu'ils se sentaient valorisés au lieu de se sentir dévalorisés. Matin, comme je disais tantôt, je ne veux pas prendre un apprenant tout seul. Ça peut le dévaloriser. Mais c'est ça que j'avais compris. Je ne sais pas, Chantal, tu peux dire encore plus, mais c'est ça que j'avais compris quand Chantal m'a fait comme une sorte de rapport, là, comment que ça fonctionnait. Puis comme tu disais, ce qui se passe, c'est qu'il y a des sons avec lesquels ils sont vraiment très, très à l'aise. Alors, on ne passe pas plus de temps qu'il ne le faut, on voit qu'ils sont à l'aise. Donc, ceux où je sais, moi, qui vont avoir des problèmes, et puis ça me prend vraiment beaucoup de temps, c'est comme, par exemple, dans le bloc 2, le son E et le son E. Ah oui. Là, c'était absolument... Mais ils ne l'ont pas. Ils ne l'ont pas parce que pour eux, le son E, c'est déjà le son E. Alors, si après je leur dis que le son E, on a le son E et le son E, là. Puis même en travaillant dessus... On a répété pas mal de choses, j'ai essayé de trouver des astuces, j'ai pas réussi. OK. Alors, pour certains, oui, mais ce n'est pas la majorité d'entre eux. Oui. Ça, c'est un bon point. Donc là, on a encore un problème, une question ouverte sur laquelle on va devoir travailler. Mais je voulais juste rajouter ce que dit Chantal, c'est des fois ça n'existe pas dans leur langue initiale. Oui. Moi je parle arabe, quand je dis juste aux gens de dire re, ils sont c'est quoi ça existe dans ma langue, mais ça n'existe pas dans la langue française. Donc c'est très difficile de les emmener là. Oui. Donc ça dépend déjà sur ce qui est acquis. De la base. Ils ont quand même été colonisés en français. Oui, mais n'empêche, ils ont certaines prononciations qu'ils n'ont pas acquises. Mais seulement, voilà, mais vous n'êtes pas d'accord parce que vous dites que Pila, c'est quelque chose de continu. Voilà pourquoi je dis que, par exemple, ce module, si moi, avec des étudiants qui arrivent à Alpha Toronto, c'est très intéressant pour les débutants, pour moi. Ce son C-là, c'est dur, tout ça. Ce sont des sons qui apparaissent dans plusieurs livres de Fora. Lorsqu'on apprend les différents sons aux élèves. Et ça peut être très intéressant. Tout dépend du niveau. Il ne faut pas toujours débuter à Pila dès le premier niveau 1. Pour certains apprenants, on peut peut-être commencer dès la leçon 25 et aller après. Là, ça peut être plus intéressant pour eux. Oui. Ça dépend de l'aspect de chaque centre. Oui, parce que c'est rare de voir quelqu'un qui est vraiment... moi, je n'ai jamais vu quelqu'un qui ne connaît pas une lettre de l'alphabet. Ben, nous, on le vit. Nous, on le vit. Oui, la majorité, je pourrais dire 70% de notre... nous, on le vit. Oui. Alors, ce que moi, j'allais dire, c'est qu'il y a quand même... il y a des gens qui appartiennent à Pila. Il y en a d'autres qui ne le sont pas. C'est une question d'intuition. Il faut juste voir quels sont les éléments... qu'on peut entrer dans Pila et quels sont ces éléments qu'on ne peut pas utiliser Pila pour... Ben, c'est ce que nous avons fait dans notre centre. Nous, on n'a pas mis toutes nos personnes apprenantes sur Pila. On a fait une distinction, ceux et celles qui peuvent entrer dans Pila et puis les autres qui ne rentrent pas là-dedans. On n'a pas mis toutes nos personnes là-dedans. Puis celles qui sont là-dedans sont vraiment... heureuse. Moi, je suis en train de voir Pila et puis au niveau de la prononciation, et je me dis, ben, si j'avais ça en anglais, j'aurais amélioré ma prononciation. C'est justement ce que je pense. Franchement. Alors, ce que disait Aristide tout à l'heure, il a absolument raison. Et parce que nous autres, dans notre centre, les gens que nous accueillons, ce n'est pas des gens qui sont au niveau zéro. Vous comprenez, à ce moment-là, ils vont se sentir un petit peu dégradés si vous utilisez ces choses avec eux.
Mais naturellement, c'est quand même un bon outil qu'on peut utiliser pour d'autres personnes par contre. Mais je pense juste, comme j'ai discuté avec Aristide, c'est que vous n'avez pas atteint cette population parce qu'il me dit que à Toronto, vous avez la plus grande population congolaise. Oui, certainement, oui. Alors que nous, la majorité de nos personnes apprenantes analphabètes, c'est des réfugiés du Congo. Oui, Alors c'est juste peut-être que vous n'avez pas touché encore cette cible qui sont complètement analphabètes ou qui n'ont jamais été à l'école. Donc, dépendamment de l'aspect Ça dépend du client. Comme Oui. nous, on va les chercher, on Oui. va aller vraiment les Et ça, attirer. je ne voudrais pas qu'on Il y a attire qu'on s'évade la trop de- discussion là-dessus, mais ça revient à dire que l'application du PILA va dépendre de la clientèle, du client, et c'est à nous, c'est au formateur à déterminer est-ce que le PILA est un outil convenable pour un client qui a telle ou telle caractéristique. Le PILA n'a jamais été introduit pour être une recette mur à mur pour n'importe quel client. C'est un outil convenable, tout dépend du niveau. Par exemple, ici, on apprend à lire déjà des petites phrases, des dictées. Ça, Mais c'est intéressant pour- adaptez-le. Non, mais ça, c'est très intéressant pour nos débutants, ça. C'est ça, adaptez-le à Ce votre qui est dans ce clientèle. oui, c'est très, Oui. très intéressant. ça. Oui. Alors, il faut exploiter le PILA pour ce pourquoi il a été conçu. Et ça, c'est vraiment un jugement de formateur. Alors, Est-ce que je pourrais proposer, dans le cadre du PILA, s'il y avait une sorte de questionnaire, est-ce que l'apprenant correspond au PILA, qui venait des personnes qui ont créé le PILA? oui. Mais après ça, en plus de ça, alors là, on pourrait dire, oui, l'apprenant devrait commencer par ici ou non, l'apprenant doit commencer l'étape suivante. En plus d'avoir un autre tableau qui pourrait dire, voici ce qui est couvert, qui pourrait vous servir pour... Alors, toi, tu viens de voir ça, puis tu dis, oh, ça a l'air bon pour moi, ça, je peux m'en servir. Alors, s'il y avait quelque chose qui pourrait dire, ah, bien, toi, tu as un petit peu de difficulté avec ça, alors on va commencer ici. Alors, disons que vous disiez, on va commencer, on le sépare en 6 ou 7. L'apprenant qui est ici peut faire ceci, l'apprenant qui est ici peut faire cela. Puis au moins, ça leur permet, sans le laisser nécessairement au formateur, parce que là, il va y avoir, pour chaque formateur ici, il y a une opinion différente, mais si ça vient un petit peu en format standard, il y a déjà une norme où ils peuvent commencer. C'est juste une idée. Oui. Souvent, dans des livres, souvent, il y a c'est pas comment on appelle, des organigrammes qui prévoient, on peut passer du chapitre 1 à la leçon 2, de 2, 3, passer de 4 à 5, on peut faire ça avec PILA, parce qu'on n'est pas obligé de suivre toutes les étapes, je pense qu'on peut... Oui. Est-ce que les épreuves de pistage ne pourraient pas servir justement À guider... à guider la formatrice? Parce que si le formateur se rend compte que l'apprenant est déjà rendu, là, tous les graphèmes du bloc 3 sont déjà connus, et si l'apprenant est capable de compléter l'épreuve de pistage du bloc 3, c'est pas là ses problèmes. Le blocage est plus tard. Alors là, tu vas de bloc en bloc et là, tu vas identifier les graphèmes qui posent des problèmes pour l'apprenant. Et c'est là, je pense, que le PILA pourra servir à tellement de gens, beaucoup plus grande clientèle que seulement les apprenants qui ont aucune idée de l'alphabet ou de... Je pense. Oui. Et dans l'immédiat, ce qu'on souhaitait vous demander, c'est un peu de patience parce que nous sommes encore en train d'élaborer les modules du PILA. Quand on aura le PILA complet, là, on pourra continuer à le peaufiner, à lui donner plus de versatilité, mais on vous demande juste un peu de patience. On doit procéder étape par étape pour se rendre à la fin du processus. Il y a un module complet aussi désigné pour seulement les E et... Oui. Peut-être qu'on devrait les devancer, celui-là. Oui, c'est ça. L'ordre... Oui, il y a Yolande qui attend là, depuis tantôt pour faire une intervention. C'est pas grave. Vous avez les modules, ce que Alain appelle modules ordinaires. Premièrement, c'est vos modules d'apprentissage. On a fait un changement de terme, là. C'est juste pour... Cherchez pas pour module ordinaire, vous n'avez pas. C'est écrit module d'apprentissage. Pour le module de pistage, c'est appelé module d'évaluation des progrès. Puis, et justement, on parle de progrès. Mais dans le module de consolidation, et Alain a rédigé une explication formatrice pour vos apprenants débutants puis vos apprenants plus avancés. Parce que dans vos commentaires, comme Alain dit, qu'on apprécie énormément, parce que votre feedback, je veux dire, à chaque fois que je lis un bloc, moi, j'apprends.
C'est incroyable qu'est-ce qu'on peut apprendre d'Alain. Et ça dit bien que les modules de consolidation offrent un moyen rapide et systématique de vérifier et de consolider les notions de base de lecture et d'écriture. Puis je pense que c'est la façon qu'on peut l'utiliser exactement comme vous venez de le souligner et aller chercher chez nos apprenants ce qu'ils ont vraiment besoin. Mais il y a une note particulière, puis quand vous vous êtes rendu là, lisez-la parce que c'est très précieux. Sans nécessairement figer d'un bloc à l'autre. Ça peut être très dangereux, ça. Oui, je pense qu'il faut apprendre, il faut apprendre à connaître, à savoir connaître nos apprenants, ça c'est évident, savoir où ils sont rendus. Puis, et des fois, on pense qu'ils connaissent un son, jusqu'à temps qu'à un moment donné, ils butent. Puis là, en faisant ça, on peut voir entre le module de consolidation et le module d'évaluation des progrès, vous allez pouvoir dépister quels son qu'il n'a pas maîtrisé. Alors, c'est quand même... Et l'idée de Sylvie, c'est la deuxième subvention. Bon, je te quitte. Oui, c'est déjà là. C'est juste que peut-être faire un tableau quand on est rendu au bloc 12, parce qu'on a encore 8 blocs devant nous. Ça va être plus facile quand on va avoir fait une ronde complète, C'est ça. avoir testé les modules sur le terrain et là, voir qu'est-ce qui passe plus facilement qu'autre chose. Et là, on va pouvoir faire des divers aménagements. Mais il faut se donner le temps de faire ça parce qu'on est en mode expérimentation à tellement de niveaux dans un projet comme celui-là qu'on va avoir besoin d'un certain temps pour apporter toute cette flexibilité à notre instrument de travail. Moi, j'aimerais peut-être juste réagir à ce que Yolande a dit, ce que je parlais avec Chantal, justement. Ce que je trouve, c'est un bon rafraîchissement. Comme moi, je regardais là, certains modules, là, en venant dans l'avion, etc. J'étais là... Je me rappelais pas de ça, moi. C'est du fou. Je me rappelais pas de ça. Puis quand même, là, je pense que c'est une bonne manière de rafraîchir les choses. Puis si jamais les apprenants le savent, ça va juste plus vite. Ah ben oui. Oui. Je pense que c'est demain qu'il faut le regarder. Oui. Puis comme on a affaire à des apprenants adultes, on peut leur expliquer des choses qu'on ne penserait pas nécessairement expliquer à des enfants, à des tout jeunes. Yeah. Moi et Nathalie, on a fait les modules avant de le faire aux apprenants. Puis où nous, on a trouvé des difficultés, on a mis l'emphase pour les apprenants sur les modules. C'est comme ça, c'est moins d'inconnu. Ouais. C'est comme ça qu'on a fonctionné. Oui, c'est une bonne idée. Et puis ça, dans ton évaluation. Une excellente idée. Parce que si nous, on a une difficulté, c'est certain que notre apprenant va l'avoir. Des fois, c'est pas une grosse difficulté, mais elle est là. Un doute. Oui, un doute. C'est comme ça qu'on a fonctionné pour faire le pilote. Je pense à moi quand j'enseignais les maths en 8e année. Il fallait faire par matin. 2 heures le soir. Oui, mais il y a un problème très, très complexe que moi j'ai eu avec les apprenants, c'est justement apprendre l'écriture. La lecture, ce n'est pas très compliqué, mais apprendre à écrire un texte, là... Est-ce que Pila aborde ce sujet-là? Apprendre à écrire des textes? Bien, la fonction de Pila n'est pas de travailler strictement la composition. Mais rappelez-vous, là, il faut ajuster ses attentes par rapport au Pila. Pila, c'est le fondement de la lecture. On travaille vraiment à la base. Alors, après tant de semaines ou tant de mois, on a réussi à faire une certaine quantité de progrès. Mais il faut ajouter des modules au Pila pour lui faire faire tout ce qu'on souhaiterait. Là. Travailler la grammaire, travailler la structure de la phrase, travailler... Alors, il faut ajuster ses attentes, là. Mais comment, comme là, on parle encore de nos apprenants débutants. Ils vont voir marche, C-H-E-N-T. Okay? Oui, Eux, ils vont prononcer le « en » ici, parce qu'ils n'ont pas encore eu la notion grammaticale. Non, mais c'est parce que ça Oui. vient avant. Oui. C'est ça que je voulais savoir. Excusez, Oui. c'est un mauvais exemple parce que où vous êtes rendu, ça ne fonctionne pas. Oui. Non. Mais quand on va commencer à On va introduire les Oui, notions grammaticales. Oui, OK. oui, c'est surtout oui. comme les oranges. Ils ne peuvent pas dire les pommes parce qu'il n'y a pas de S à pommes. Ça, ils sont déjà capables. OK, oui. C'est des choses comme ça. Là. Non, ce sont les... Oui. Vous êtes pas rendu. Quand on le fait faire ça, il n'y a pas de notion nouvelle. C'est un exercice où on travaille la flexibilité et les prises de décision. Puis c'est à nous, comme formateurs, de mettre l'emphase sur les accords, dans le fond, avant d'avancer trop loin. Oui, S'ils n'ont oui, pas c'est ça. remarqué. De donner une rétroaction si, par exemple, il y a un choix qui ne peut pas marcher. Un article au pluriel avec un nom au singulier,
Là, il faut attirer l'attention sur le fait que ça ne peut pas aller ensemble parce qu'on a un désaccord. OK. Et, Jusqu'à maintenant, dans les 3 premiers blocs, on n'a vraiment pas eu besoin de faire des accords grammaticaux. non. C'est pour ça là, que je suis un peu Oui. mélangée. Oui. Les exemples, le choix des mots, et on est allé un peu au hasard, là, mais on voulait vous illustrer la logique de cette activité-là. Et quand on se met à le faire, il n'y a pas de notion nouvelle qui est introduite. C'est vraiment une activité de lecture dans laquelle on choisit les mots qu'on va lire. OK. Mais il faut les choisir en accord avec le choix qu'on vient de pris. faire dans la colonne précédente. Alors, et vraiment, ce que je voulais vous dire, c'est que dans l'étape 8, c'est la place pour la nouveauté. On fait des choses nouvelles. On essaie de rompre les séquences très standardisées des premières étapes de chacun des modules. Et on travaille des choses nouvelles. Et autant que possible, on essaie de rendre l'activité intéressante et amusante pour les apprenants. Et on essaie peut-être d'inclure quelques tâches. On n'a pas le choix, là. C'est ça. On n'a plus le choix. Parce que dès Les le tâches. bloc 5, c'est quoi? Oui, c'est ça. Les exercices doivent être liés aux tâches. Avant, c'était pas mal Oui. difficile. Comme tant que tu n'as pas Oui. autant assez de graphèmes, c'est Oui. difficile. Oui. Alors, ce qu'on introduit à la fin, à l'étape 8, là, à la fin de l'étape 8, vous allez voir, à un moment donné, vous allez voir apparaître des tâches où la consigne, c'est l'apprenant doit laisser une note à quelqu'un au sujet de quelque chose. Un rappel, une demande, une note à l'enseignant à propos de son enfant, quelque chose. Ça peut être juste une phrase au début, 2 phrases, 2 petites phrases. C'est pas exigeant, mais on entre dans l'écriture fonctionnelle pour des besoins de la vie quotidienne.